Bonjour, c'est Diane pour Roots et aujourd'hui j'interviewe May Ben Osman de Maison Mojo. Donc tu es May, tu as créé Maison Mojo, une entité qui accompagne l'humain dans son bien-être sur le plan personnel et professionnel. Pour toi, ça signifie quoi le mot maison? Euh, alors pour moi, la maison, déjà il y a la notion de une maison de couture, une maison de pâtisserie ou autre. La notion de maison dans l'entreprise, il y a ce côté qualitatif, artisanal avec un savoir-faire. Donc c'était déjà ce qui me plaisait. Mais d'un point de vue plus spirituel et émotionnel, la notion de maison pour moi, c'est un endroit dans lequel on s'intègre, où l'on est soi-même, où l'on est dans l'expression de son soi profond. On parle de la maison familiale, de la maison cosy, de la maison qui accueille. Mais il y a aussi cette notion de maison intérieure. Se sentir bien en soi, se sentir à sa place et se trouver, s'auto-trouver. Euh, voilà. Pour moi, la maison intérieure, c'est pas forcément l'ego, c'est c'est son cocon, c'est le juste milieu entre l'enfant intérieur et le parent intérieur. Donc ce juste milieu entre ce dont on a envie, ce qu'on ressent et ce qu'on sent, et puis ce qui est raisonnable. Euh, voilà. Donc pour moi, pour résumer un petit peu tout ça, la maison, c'est cette notion de savoir-faire, cette notion d'artisanat, finalement l'artisanat du bien-être, mais également l'expression, la juste expression de soi. Maison Mojo, c'est ma maison intérieure parce que je pense que c'est la rencontre de tout ce qui me guide depuis toujours, d'un point de vue très concret. Donc comment je le présente aujourd'hui dans le monde, dans notre monde. Donc Maison Mojo, c'est toi, May, aussi professeure de yoga, praticienne en sonothérapie et coach bien-être. Dans ta démarche d'accompagnement, quel lien tu fais entre le yoga et le coaching? Alors disons que le yoga, j'ai commencé le yoga pour les mauvaises raisons, mais c'était aussi, donc pas que pour les mauvaises raisons, donc à savoir qu'au départ, je cherchais à faire un sport qui n'était pas aller à la salle, mais qui avait quand même une sorte de densité, de douceur, enfin de densité culturelle, spirituelle et de douceur. Euh, mais par la suite, et en particulier pendant ma formation, j'ai découvert vraiment toutes les subtilités du yoga, son histoire, sa philosophie. Et et il y a cette notion de non-performance, de se connecter à quelque chose d'assez intuitif et de très primitif. Donc de sentir d'un point de vue très spontané, très authentique, sans se mentir, quels sont nos besoins, quelles sont nos attentes, quel rôle on joue. Euh, Oui, en fait, qui on est d'un point de vue très spontané. Euh, donc, avec le yoga, on a cette recherche j'aime pas trop dire du détachement de l'ego, parce que je pense que dès qu'on vit incarné sur Terre, on vit avec son ego. Mais peut-être de prendre conscience de son ego et de ses incarnations dans la vie. Et pour moi, l'accompagnement de l'humain, c'est aussi de venir rencontrer l'ego, le conscientiser et voir à travers quels éléments, à travers quels réflexes, quels masques, quels comportements cet ego s'exprime, euh, d'un point de vue positif ou plus difficile, voire parfois néfaste, parce que être trop attaché à son ego, ça peut aussi nous fermer des portes. Euh,
Donc je fais ce lien finalement qui est lié à l'ego entre le yoga et l'accompagnement de l'humain. Il y a aussi dans le yoga toute une philosophie et des piliers du yoga qui sont notamment l'acceptation, la non-violence et l'honnêteté, enfin le non-mensonge. Donc ne pas mentir, ne pas être violent. Euh, c'est une éthique qui est particulièrement importante pour moi et lorsque je travaillais encore dans la direction artistique, en agence ou même en freelance pour des marques ou des entreprises, je trouvais que malgré le fait que la direction artistique soit un milieu artistique, comme son nom l'indique, et créatif, il y avait quand même une notion de recherche de performance, de pressuriser la personne, et pour moi, c'était une forme de violence. Et la toute première expression de Maison Mojo, c'était un studio de création éthique. Éthique d'un point de vue de la production, donc de pouvoir travailler avec des outils qui soient au maximum écologiques et éthiques de manière générale, peut-être du papier recyclé, des encres végétales, etc. Mais également dans la manière dont on gère la relation client et la relation au prestataire, donc de pouvoir respecter le temps de chacun, de pouvoir respecter la sensibilité de chacun et la personnalité de chacun. Et au final, maintenant, dans l'accompagnement que je fais de chaque personne, ou même parfois de temps en temps pour des marques, il y a cette recherche de profonde bienveillance et d'accueil dans comment dire, dans l'entièreté de l'entité, dans l'entièreté de la personne, sans violence, sans mensonge, avec raison et avec équilibre. Voilà. C'était une très très longue réponse. Alors, je sais que tu pratiques la danse. C'est quoi ton rapport au son et au mouvement? Qu'est-ce que ça vient réveiller en toi? Alors j'ai commencé la danse très très jeune, j'avais 3 ans. Et puis à ce moment-là, on ne sait pas trop pourquoi on danse, hein, mais les parents nous mettent à la danse et puis on est ok, est-ce que c'est cool, est-ce que c'est pas cool? En l'occurrence, ça m'a beaucoup plu. Et puis avec le temps, bah, comme j'étais au conservatoire et autres, je suis rentrée dans cet aspect un peu plus performatif de la danse, surtout que à un moment je voulais être danseuse professionnelle, donc il y avait vraiment une recherche de résultats et de compétition et de performance, encore une fois. Et là, j'ai commencé à perdre mon goût pour la danse. Et quand j'y suis revenue, et là j'y reviens de plus en plus grâce au yoga notamment, c'est le yoga qui m'a reconnectée à ça et du coup j'ai repris. Euh, Quand j'y suis revenue avec cette fois-ci ce que j'avais découvert en énergétique, en énergie vitale, etc., j'ai compris que la danse, c'était une manière pour moi de m'incarner et d'incarner euh, comment dire, d'incarner mon champ vibratoire, donc d'incarner la vibration et mes énergies plus subtiles, ou les énergies plus subtiles d'un être vivant de manière générale. Euh, donc quel est mon rapport au son et au mouvement? Le son est une énergie aussi, est une vibration, hein. Le son, lorsqu'on dessine le son, bah, on peut dessiner la vibration du son. Au même titre que la danse, c'est exprimer la vibration de son corps. Et que ce soit le son ou la danse, il y a une notion d'exprimer son incarnation et d'exprimer sa vibration. Et ce que je mets en exergue à travers le son, c'est justement l'énergie qui émane du corps, et puis peut-être les déséquilibres énergétiques du corps. Et avec la danse, finalement, c'est raconter l'histoire de sa propre vibration. Je sais pas si ça fait sens, mais je pense que c'est la meilleure manière pour moi de l'exprimer. Ce que ça réveille en moi, je dirais que
ça réveille en moi mon intuition et ma spontanéité. Euh, il y a beaucoup de choses qui ne s'expriment pas par les mots, qui ne sont même pas conscientes. Et, et en fait, le corps va pouvoir dire beaucoup, va pouvoir faire passer des informations sans qu'elles passent par le langage verbal. Et finalement, la danse, c'est le langage du corps, c'est le langage à travers le corps. Et le son, c'est le langage de l'âme à travers la vibration du corps. Et donc c'est ce que ça met en exergue en moi, c'est de la spontanéité, un lâcher prise, cette notion de donner, de rendre ce qui ne nous appartient pas, ou de donner quelque chose qu'on a vraiment envie de matérialiser, mais qu'on ne peut pas faire à travers le mot. Euh, voilà, ça je le fais à travers le son et la danse. Quand tu accompagnes des professionnels dans l'expression de leur identité en tant que directrice artistique, quel est le principal outil de ton processus créatif? Le principal outil, je dirais que ça va peut-être paraître un peu abstrait, mais c'est l'intuition. Euh, Dans le design, il y a vraiment dans la communication et le design, il faut tout justifier. On n'utilise aucun symbole, aucune couleur, aucune typographie, rien du tout qui ne soit pas justifié et qui ne serve pas à un objectif. Euh, Sauf que parfois, en fait, tout n'est pas, justifié. Par exemple, si je vois une couleur rose, c'est pas parce que je veux mettre en exergue la notion de douceur et engager une notion de cocon, etc. Si je mets la couleur rose, c'est parce que je vais sentir que dans l'inconscient ou dans les vies passées de la personne, euh, il y a une histoire avec le rose. Le rose symbolise un passé et symbolise un objectif. Donc je dirais que mon outil numéro un, c'est l'intuition, c'est l'écoute, l'écoute profonde. Je me mets toujours en connexion avec la personne. Donc connexion, c'est en empathie, où je vais pas attendre que la personne me réponde quelque chose lorsque je lui pose des questions sur son activité, euh, mais je vais vraiment être dans l'accueil total de ce qu'elle dit et ce qu'elle raconte. Euh, et puis je me mets en connexion énergétique aussi, c'est-à-dire que je me mets en connexion avec le corps de la personne. Euh, Quand je dis le corps, c'est le champ vibratoire de la personne. Donc je vais ressentir dans le corps ce qu'elle ressent dans le corps également. Et je vois à quel niveau ça s'exprime et par quel symbole, quel message, quelle forme, quelle couleur ça se matérialise dans ma tête. Je sais pas si c'est très concret, c'est quelque chose d'assez énergétique et d'assez intuitif. Donc ça, c'est pour un outil un petit peu, je dirais, irrationnel, abstrait. Après, les outils concrets dans l'accompagnement, il y a bien évidemment il y a le coaching, donc une écoute active, une écoute orientée, enfin une écoute méthodique, pas orientée, une écoute méthodique, guider un entretien de manière méthodique. Et puis il y a des outils du marketing et de la communication qui sont force, faiblesse, opportunité, menace, ce qu'on appelle SWOT. Dans le marketing, il y a plein de choses. Je pense que je pourrais pas donner un outil particulier dont je me sers dans le processus créatif. Il y a évidemment de l'inspiration. On se nourrit forcément de références artistiques, culturelles, qu'elles soient visuelles ou musicales ou autres. Mais je crois que mon outil, c'est surtout l'intuition, de me mettre en connexion énergétique avec la personne et de ressentir en fait tout ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se matérialise aujourd'hui et pour le futur. Tu nous confies aussi que c'est important pour Maison Mojo de révéler l'âme entrepreneur pour qu'elle s'exprime de manière juste. Quels sont les outils principaux que tu proposes pour accompagner l'individu dans cette démarche-là? Alors ça, c'est une grande question. Euh,
Je dirais, Maison Mojo a pris plein de formes différentes et va probablement en prendre encore plein d'autres, hein. Euh, c'est la beauté aussi de l'entreprise, d'entreprendre, c'est que on évolue en même temps que son entreprise et donc son entreprise mute en même temps que nous. Euh, Au début, Maison Mojo, c'était, je vais être honnête, c'était une manière pour moi de, pas de tuer le temps en confinement, mais de réfléchir sur ce que je considérais comme une double activité au départ, à savoir la direction artistique et l'enseignement du yoga. Mais ça, c'était déjà il y a 2 ans. Euh, J'étais plus dans cette notion de trouver un lien plus ou moins concret entre mes deux activités. Euh, et je pense que je me sentais encore assez illégitime. J'avais l'impression que c'était très, très, très hybride et trop hybride. Et en fait, j'étais assez inconfortable avec ça, dans la mesure où je me disais si mon concept est hybride, ça veut dire que je me suis pas trouvée encore, que je me suis pas, que j'ai pas assez précisé ce que j'aime, ce qui me représente, euh, quel est mon but sur Terre, ce que j'ai envie de faire, etc. Et du coup, j'étais assez inconfortable avec ça. Mais bon, c'était vraiment un support d'éclate pour moi. Je pouvais faire de beaux visuels, je pouvais faire des identités juste pour moi. C'était agréable. Et puis, au fur et à mesure du temps, Maison Mojo m'a permis de me poser les bonnes questions, c'est-à-dire qu'en mettant à jour le site internet, par exemple, et en voyant des phrases qui faisaient plus trop sens pour moi, je me demandais pourquoi elles font plus trop sens pour toi. Qu'est-ce que ça vient réveiller? Qu'est-ce que ça vient révéler? Est-ce que ça veut dire que tu n'aimes plus ça? Est-ce que tu ne t'identifies plus à ça? Par exemple, il y a eu un moment où j'ai littéralement décidé d'enlever la page portfolio du site de Maison Mojo parce que c'est le moment où, et c'est encore dur à faire et à dire, hein, mais c'est le moment où j'ai accepté que la production graphique n'était plus une priorité pour moi. Aujourd'hui, la direction artistique et le conseil et l'accompagnement est une priorité. Par contre, passer concrètement sur le graphisme n'est plus une priorité. Je ne ressens plus le besoin de montrer ce que j'ai produit parce que je travaille maintenant avec tout un tas de professionnels incroyables qui produisent pour mes clients. Euh, mais ça a été un vrai moment où j'ai évolué, où je me suis dit, ok, Maison Mojo, tu vas enlever la catégorie portfolio parce que bah, t'as plus envie de faire de la production ou t'as plus envie d'en faire autant qu'avant. Donc, euh, entreprendre, c'est se retrouver face à soi parce que effectivement, on évolue en même temps que son entreprise. On se dit, est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai encore envie de faire ça? Est-ce que je fais pas ça pour prendre un rôle, pour m'intégrer dans une société, pour répondre à des attentes? Voilà, il y a toujours cette question, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Et alors que lorsqu'on est dans une entreprise, qu'on est salarié ou prestataire d'une autre entreprise, on n'incarne pas forcément, c'est pas nécessaire d'incarner les valeurs de l'entreprise. Pour certaines personnes, ça l'est. Pour d'autres, bah, on est prestataire, donc on vient pas se poser la question de chaque chose qu'a mis en place l'entreprise, chaque décision, chaque mot, chaque activité. Voilà, on ne vient intervenir que sur l'un des aspects de cette entreprise. Entreprendre, c'est vraiment porter tout ce projet-là et donc se poser en permanence la question de est-ce que j'adhère à ça? Voilà, donc pour moi, enfin, c'est pour ça que je dis entreprendre, c'est se retrouver face à soi. Tu nous confies aussi que c'est important pour Maison Mojo de révéler l'âme entrepreneur pour qu'elle s'exprime de manière juste. Quels sont les outils principaux que tu proposes pour accompagner l'individu dans cette démarche-là? Alors j'utilise beaucoup le coaching holistique. C'est-à-dire, coaching holistique, c'est le coaching qui considère toutes les parties de la vie. Holos en grec, ça veut dire le tout.
euh, l'ensemble. Et donc, holistique, le coaching holistique, c'est prendre en compte les éléments de la vie personnelle, les éléments de la vie professionnelle, la famille, les affects, etc., pour comprendre tout ce qui rentre en jeu dans le projet entrepreneurial. Donc, il y a bien évidemment du coaching holistique, mais il y a également de la direction artistique, donc de savoir quel est le concept, quelle histoire on raconte autour de cette entreprise, autour de l'entrepreneuriat. Par exemple, admettons, je suis naturopathe, euh, j'ai une certaine manière de travailler, quelle histoire je vais raconter, comment je vais raconter par les mots, par l'image, par les symboles, etc., mon histoire finalement, à travers mon métier. Donc la direction artistique et la direction de création. Les autres outils, bah forcément pour permettre à la personne de s'exprimer complètement, de se connecter à toutes les raisons pour lesquelles elle entreprend, ce que ça vient mettre en exergue chez elle, etc. J'utilise des méthodes énergétiques, il y a notamment la sonothérapie, il y a le Reiki, euh, et des méthodes énergétiques qui sont de l'ordre de l'intuition et de l'écoute, encore une fois, de l'écoute active et passive. Et la manière dont je gère le projet du début jusqu'à la fin, je reçois la personne, donc ou bien en visio ou alors en présentiel. Je propose ce qu'on appelle un entretien de personnalité, donc où je vais poser beaucoup de questions qui sont parfois qui font sens et qui peuvent ne pas faire sens aussi. Et pour ça, je m'inspire de théories lacanistes, jungiennes. J'utilise des archétypes, des profils, des méthodes de profiling, le MBTI, l'énéagramme, les doshas aussi de l'Ayurveda, donc plusieurs méthodes de profiling pour venir cerner la personne. Euh, donc ça, c'est l'entretien de personnalité. Je suis dans un état d'esprit de grande réception, donc j'ai aussi d'autres messages qui ne sont pas verbaux qui me viennent. Et à la suite de cela, je propose une direction de création, donc quelle histoire on va raconter, comment on va mettre en image et symboliser tout cela. Et ensuite, on voit quels sont les outils pertinents pour pouvoir mettre en place cette identité-là. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'un logo? Est-ce qu'il y a besoin d'un site internet? Et puis, il y a tout un accompagnement, bien sûr, où on fait des points réguliers. Euh, comment tu te sens vis-à-vis de ça? Est-ce que ça vient réveiller des peurs? Est-ce que ça vient réveiller des motivations, des grandes joies? À quel niveau tu le sens dans ton corps? Vraiment de relier le projet entrepreneurial et le projet d'identité euh, à l'ego de la personne et à son âme. Quelle serait en une phrase la philosophie de Maison Mojo, ce pourquoi elle œuvre pleinement chaque jour? Eh bien, je dirais c'est la baseline de Maison Mojo, libérer le prana. Le prana, dans le yoga en sanskrit, c'est l'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est vraiment l'énergie qui est brute, qui est pure. Et je pense que dans chaque personne, qu'elle soit, euh, qu'elle soit un particulier ou un professionnel, ou une professionnelle, il y a toujours une énergie vitale qui anime, qui est présente et qui nécessite d'être exprimée et libérée. Et je suis sûre et je suis convaincue que c'est ce qui me guide au quotidien avec Maison Mojo. Aujourd'hui, tu collabores avec Roots autour d'un même point commun qui vous rassemble, prendre soin de l'humain dans le partage et la créativité. Oui, effectivement, on se retrouve ensemble à la Gazette Café le 31 mars pour animer la masterclass qui s'appelle Intuition et entrepreneuriat. Donc pendant cette masterclass Intuition et entrepreneuriat, en fait, je vais vous faire vivre un petit peu mon processus créatif, mon processus de travail. Vous allez passer, bon, un petit peu plus rapidement parce que c'est une masterclass, par toutes les étapes.
par lesquels je passe moi pour vous accompagner. Vous allez vous connecter vraiment à vos intuitions, à la raison pour laquelle vous entreprenez, à certaines sensations, à certaines émotions. Et puis ensuite, on va voir comment concrètement on peut, enfin, quelle est la méthode et comment concrètement on peut structurer ça pour mettre votre projet d'identité entrepreneuriale en place. J'ai hyper hâte de vous rencontrer et, euh, et ça va être super. Eh bien, May, merci pour cette interview. Merci, à bientôt.